C'est vrai que ça, on n'en a pas trop discuté. Aujourd'hui, on a discuté technicalité, on a discuté qu'est-ce que peut faire Phoenix, qu'est-ce que peut faire Milwaukee, qu'est-ce que Bradley Beal, Butler, etc. Mais finalement, dans tout ça, que peut avoir Miami? Est-ce que Miami préfère avoir justement des contrats finissants pour être en mode on aura du cap space l'été prochain? C'est possible, mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils en aient tant que ça du cap space parce que bon bref, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est pas comme s'ils auraient 50 millions de cap space dispo pour signer quelqu'un. En échangeant Butler, je veux dire, qui est à 48, c'est pas comme s'ils auront l'été prochain 48. Je crois pas en tout cas. Mais donc il y a ça, soit est-ce qu'on est en mode peut-être que Miami préférait avoir des jeunes, pourquoi pas. Des jeunes, alors pas forcément des très très jeunes, hein, mais plutôt un projet jeune de type, voilà, des jeunes type Emmanuel Quickley. Alors, pas Quickley pour de vrai, mais un peu ce genre de jeunes, quoi. 23, 24, 25 ans, déjà un peu établi en NBA, mais prometteur. Est-ce que Miami veut donc avoir un peu ce projet-là? Est-ce que eux, non, au contraire, ils veulent que des assets futurs et pas des jeunes, mais genre récupérer des choix de draft? Ça paraît aussi un peu compliqué parce que voilà, il est aussi quasiment en free agency l'été prochain, ouais, Butler. Donc t'as pas non plus un si grand que ça pouvoir de décision. Je pense que si c'est juste pour avoir un pic de draft, peut-être que Miami ne les changera pas et ira jusqu'au bout, quitte à perdre un tour de draft, je ne sais pas. Il y a aussi l'option de, on a Bam, on a Tyler Hero, on a des mecs intéressants, essayons d'avoir quelqu'un d'intéressant en retour aussi. Mais le problème, c'est que je vois pas qui. Et je peux comprendre que je peux comprendre qu'ils ne soient pas forcément intéressés par Bradley Beal. Mais en l'occurrence, si tu veux rester compétitif, c'est peut-être la meilleure option qui existe sur le marché actuellement. On parle de mecs disponibles, hein, évidemment, mais c'est vrai que pour le coup, si Miami veut pas partir en mode reconstruction ou un peu plus jeune et perdre, entre guillemets, perdre un peu de temps, l'option, ce serait Bradley Beal. Mais de toute évidence, ils n'ont pas l'air de trop vouloir Bradley Beal en échange sec. Sinon, ça simplifierait la vie de tout le monde. On fait Butler et Alec Burks contre Bradley Beal et c'est fini. Et peut-être même que Bradley Beal accepterait une trade clause pour être la star offensive à Miami. Il accepterait de ce trade-là, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Et donc, le problème, c'est quelles sont les autres options pour le hit. Zach LaVine, c'est sympathique, mais est-ce que ça te permet de nouveau être top 5, top 6, conférence Est? Je ne suis pas convaincu. Je pense pas. Tu as l'option, Middleton, je pense pas. Tu as l'option jeune, mais qui, comme dit, te fait pas être compétitif. Donc, en fait, en l'état, je ne vois pas quelles pourraient être les options si tu ne veux pas Bradley Beal. Quelles pourraient être les options de on veut un gros joueur contre Butler parce qu'on veut pas trop perdre sportivement. Là, je scanne un peu, je scanne un peu, mais je vois pas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi toujours la possibilité avec Miami on encaisse le salaire, on a des salaires et on est prêt, on est à l'affût pour un jour faire le trade, le move. Par exemple, on peut le redire, mais pour moi, le trade de Terry Rozier, c'est pas sportif, pas tant que ça. C'était aussi le fait que Kyle Lowry arrivait en fin de contrat, et donc plutôt que de perdre Kyle Lowry contre rien, et donc de perdre un mec qui a 30 millions dans le cap space, enfin dans le budget salarial, on l'a échangé contre un mec qui était sous contrat pour encore une année de plus. Voilà, Terry Rozier, une ou deux, je sais plus d'ailleurs. Je vérifie ça, non encore, qui était sous contrat pour plus d'années, pour 2 années de plus. Et donc, bah oui, le mec est moins bon, mais Kyle Lowry de toute façon était vieux, il serait parti, et puis voilà. Et là, tu te retrouves, t'es pas sur la paille, quoi. T'as toujours un contrat de Terry Rozier qui est à 25 millions l'année, et que si un jour faut ajouter des salaires pour aller chercher une star, bah t'as Terry Rozier, qui a peut-être pas l'attrait sportif, mais au moins tu as une cartouche. Voilà, en termes de trade, ça marche comme ça, il faut un équilibre des salaires. Et donc, Terry Rozier, à mon avis, la fonction, l'utilité de ce trade, elle a été pour ça, c'était financier. Et voilà, on a Terry Rozier, on a Tyler Hero qui lui a bien la cote cette année en plus, qui est à 30 millions l'année. On a aussi Duncan Robinson qui est à 20 millions, même si moi je l'adore, mais c'est aussi une cartouche. Par exemple, 25 millions de Terry Rozier plus Duncan Robinson, tu mets ça avec des assets attrayants, reste à savoir lesquels, mais tu peux aller chercher un gros contrat, éventuellement. Tu peux aller chercher un mec à 40, 45, 50 millions avec ce genre de package. Voilà, c'est l'utilité d'avoir des contrats. Et je pense qu'il y a cette option avec Miami bon, on trouve pas un mec qui sportivement va compenser Butler ne serait-ce qu'un peu, mais au moins, on échange Butler contre un contrat, et un contrat un peu plus long. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on reste à l'affût. Et c'est un point important, on peut finir là-dessus, c'est qu'en NBA, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais vraiment, jamais. Et je dis ça dans le sens où on ne sait jamais qui
va être la prochaine star sur le marché. Ça fait quand même quelques années qu'on se dit, bon, voilà, il y a telle occasion, il faut pas la louper parce que ça va être un peu la seule ou quoi. Et en fait, on se rend compte que tous les ans, il y a un gros joueur ou deux qui sont sur le marché, disponibles et qui sont une opportunité à prendre, en fait. Donc, il y a un peu cet aspect-là, je pense, avec Miami qui a envie de rester à l'affût en mode, par exemple, hein, bon, on prend Zach LaVine, ok, ben, on le prend parce qu'il a un contrat plus long. Donc, d'ici que dans 6 mois, dans un an et demi, il y a un gros mec qui arrive sur le marché. Je dis n'importe quoi, mais Stephen Curry, par exemple, ou un mec comme ça. On sait jamais, en fait, hein, on sait jamais. Ou à l'époque, ça avait été Kyrie, qui était sorti un peu nulle part, James Harden, ou des mecs, Kevin Durant aussi, c'était un peu surprenant au moment où il était allé sur le marché. Lillard, c'est un peu tombé du jour au lendemain, après X années à dire non, je veux pas partir. Hop, d'un coup, il est disponible. Rudy Gobert, on s'y attendait pas. Mitchell, on s'y attendait pas forcément d'un coup, et pourtant il a été dispo, et quelqu'un est allé le chercher, etc., à l'infini. La NBA, c'est ça. La NBA, c'est ça, c'est des stars disponibles assez régulièrement, pas tout le temps, hein, mais relativement régulièrement, il y a des stars. Et le problème, c'est que si t'as pas les salaires pour faire l'échange, bah t'es un peu banané, quoi. Il y a des équipes un peu comme ça. Je pense notamment à OKC. Alors OKC, ça va un peu mieux maintenant qu'il y a Hartenstein et ses 30 millions qui sont échangeables. Mais c'est vrai qu'au OKC, on aurait tous voulu, par exemple, l'an dernier ou il y a 2 ans, qu'ils fassent un gros trade, qu'ils aillent chercher un gros joueur, sauf que concrètement, au niveau salarial, ils n'avaient pas les cartouches. Ils avaient SGA, pas échangeable. Ensuite, ils avaient que des jeunes qui étaient des petits contrats rookies, donc à empiler, tu peux pas aller chercher une star avec ça. Et ensuite, il y avait que Lou Dort. Lou Dort qui était à 16 millions l'année, je crois, et qui pendant longtemps a été un peu la seule cartouche, mais qui n'était pas une cartouche assez grosse. Alors que là, il y a ce truc, je pense, bon, financièrement, de toute façon, on n'aura pas de cap space énorme, même si on laisse partir tel ou tel joueur. Donc, essayons d'avoir des cartouches pour le jour où il y a un trade à faire. On a au moins de quoi équilibrer le salaire. On n'aura peut-être pas de quoi convaincre en termes d'assets de lâcher le joueur, peut-être pas, mais au moins le trade est faisable, contrairement à d'autres équipes qui n'ont pas les contrats à échanger et donc le trade n'est tout simplement même pas faisable. Et c'est vrai que ça peut arriver. On surveille un peu Golden State, hein, pour le coup. On surveille ça. On peut aussi surveiller un peu en un sens Minnesota, par exemple. On peut aussi surveiller, je sais pas, hein, mais par exemple les Lakers. Bon, LeBron, on a bien compris que c'était fini bientôt. Davis, il est pas si vieux que ça. J'énumère des trucs. Mais voilà, il y a des aspects comme ça. Quid des Sixers aussi, j'en sais rien. Quid que je regarde un peu qui est-ce qu'on a un peu là-dedans. Les Bucks aussi, finalement. Il y a ça. Parce que c'est bien gentil, mais par exemple, si Miami fait l'échange pour Bradley Beal ou un mec comme ça, et qu'en fait, d'ici 18 mois, Giannis est dispo, en fait, il y a des fois, t'es content d'avoir laissé passer une opportunité pour avoir les cartouches pour en faire une meilleure ailleurs, quoi. Donc, par exemple, hein, pour moi, Giannis, ça paraît pas impensable que enfin, je serais pas choqué si vous venez du futur et que vous me dites, finalement, dans 18 mois, Giannis demande son transfert. Et là, il faut être prêt. Et finissons pour de vrai cette fois, finissons là-dessus. Je peux entendre aussi les fans de Miami qui disent t'es gentil, mais tout ça on le connaît et justement Pat Riley il l'a pas fait. Et on était en position de faire ça et Pat Riley ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il y avait Durant à l'époque. Moi je pensais qu'il finirait à Miami, ça leur est passé sous le nez parce que en l'occurrence parce qu'il y a un mec qui est arrivé un peu en mode Osef et qui a balancé des tours de draft non protégés. Bon, Miami pouvait pas trop être en concurrence, mais en tout cas dans les faits c'est un joueur qui a échappé à Miami. Et je pense que voilà, Butler attendait ça, il n'y a pas eu. Et puis il y a aussi le cas de Lillard. Lillard, pour parler que des exemples récents, hein, mais c'est vrai que Lillard, c'est pareil. Lillard, ça leur est passé sous le nez, alors qu'on s'attendait à ce que ça se fasse, etc. Et finalement, c'est pas eux qui l'ont eu. Là encore, quelles que soient les raisons, hein, on peut dire que Joe Cronin à Portland voulait un peu se venger et voulait pas l'envoyer à Miami, blablabla. Quelle que soit la raison, on a aussi cet aspect, et les fans de Miami me disent ça, et à mon avis, il y a un aspect qui est vrai, hein, finalement, ok, la théorie de on se tient prêt financièrement avec tel ou tel contrat pour, au cas où il y a un gros joueur, on peut empiler tout ça et avoir un gros mec, c'est possible, ok, c'est la théorie, mais dans la pratique, Pat Riley, ça fait des années qu'il le fait pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai pas grand chose à répondre, à part le fait que, en effet, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Mais c'était un peu pareil à Boston, hein. Boston, pendant des années, on a dit, alors c'était quoi, c'est 2017, il y avait du Butler qui est devenu disponible sur le marché, il n'est pas allé le chercher, il y avait du Paul George qui était disponible sur le marché, Danny Ainge à Boston n'est pas allé le chercher, plusieurs opportunités comme ça.
Donc il y avait un peu ce pattern, ce schéma, pardon, cette récurrence de Danny Ainge, il va pas chercher des mecs. Jusqu'au jour où il allait chercher Kyrie. Voilà, il a fait le coup pour Kyrie. Et moi, je reste intimement convaincu qu'il voulait aussi faire Anthony Davis, mais sauf que, merci Rich Paul, merci LeBron, ingérence totale dans ce dossier-là, avec un agent qui desservait les. Comment dire, un agent qui a communiqué que Davis ne signerait pas à Boston, et parce que l'agent n'était pas totalement au service de Davis. Enfin, il était au service de son client. Mais peut-être que son client c'était LeBron James, c'était pas totalement que Anthony Davis en tout cas, mais bref. Voilà, je pense que Boston, il y a un moment, ils faisaient pas les trades, au bout d'un moment, ils l'ont fait. Donc Kyrie, et je pense que Davis, ça allait se faire, quoi, pour le coup. Bon, mettons ça de côté, mais ce que je veux dire, c'est que pas trader, le fait qu'il ne l'ait pas encore fait, ça veut pas dire qu'il va jamais arriver à le faire. Je pense que c'est toujours un peu plus complexe que ce qu'on pense. Donc voilà, moi je serais peut-être un peu plus tempéré que les fans de Miami, mais peut-être parce que justement je ne suis pas fan de Miami, donc je n'ai pas cette frustration accumulée que eux ont, et que voilà, je peux les comprendre, hein. On peut comprendre totalement en mode, punaise, quoi, on a Butler qui nous amène en finale NBA, un peu à lui tout seul, quoi, et que derrière t'es pas fichu de faire un trade pour renforcer l'équipe. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on serait pas en train de gâcher un peu les belles années de Bam Adebayo aussi? Est-ce qu'on reste pas dans un, non pas ventre mou, mais on est plutôt outsider que contender? Voilà, il y a toute cette frustration totalement compréhensible de la part des fans de Miami, vis-à-vis aussi de Pat Riley, etc.